Un avion militaire immobilisé, 11 officiers détenus, une frontière sous tension. En quelques heures, une version officielle se fissure, puis une autre s'impose dans l'espace public. Que signifie cet enchaînement pour la sécurité du Sahel et pourquoi Ibrahim Traoré revient-il comme point de repère politique? Tout dépend d'un détail que beaucoup ont manqué. Le récit concurrent commence par un atterrissage d'urgence, puis par l'annonce d'une libération et d'un départ imminent. Ensuite, une contradiction surgit. Le Portugal, cité comme destination, affirme ne rien attendre. L'attention bascule alors vers l'intention du vol et vers la volonté burkinabé de voir jusqu'au bout. L'épisode est raconté comme une montée rapide de tension entre le Burkina Faso et le Nigeria, avec un enjeu simple: qui ment et pourquoi le mensonge aurait-il été possible aussi longtemps? Pour le spectateur, l'essentiel est de distinguer faits, récits et intérêts. Le texte source insiste sur une idée: les autorités burkinabées auraient déplacé les 11 officiers vers une détention isolée, précisément parce que certaines affirmations publiques se seraient révélées fausses. À ce stade, clairement, il ne s'agit pas de conclure sur la culpabilité, mais de comprendre la mécanique, une version technique sur route sur un avion C-130, puis une version politique sur une mission, puis une version judiciaire évoquant un passage devant les tribunaux. Un fil conducteur sera donc suivi: comment une justification initiale devient un dossier de souveraineté et comment le langage de la conversation en cours sert à gagner du temps tout en durcissant la position. Le micro-suspense est là. Si la destination annoncée est contestée, que reste-t-il comme explication acceptable? Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient une référence de comparaison. Une mini-révélation apparaît dans la source: les 11 officiers ne seraient pas libérés mais transférés. Le basculement se produit quand une destination annoncée, le Portugal, est dite non attendue. À partir de ces deux lignes, le récit déroule un contraste entre paroles officielles et vérifications extérieures. D'abord, la version présentée au public: un atterrissage d'urgence aurait conduit l'appareil à entrer dans l'espace aérien burkinabé. Un accord aurait été trouvé, les officiers seraient libres, l'avion aurait été réparé et se dirigerait vers l'Europe. Ensuite, la source affirme qu'une autorité étrangère nie toute attente et que cette négation rend la première histoire fragile. Le texte ajoute alors un geste symbolique: déplacer les détenus vers un lieu secret. Ce geste est interprété comme un signal de fermeté, mais aussi comme un moyen de reprendre le contrôle du tempo médiatique. Ici, Ibrahim Traoré n'est pas cité pour des déclarations directes. Son nom sert plutôt d'ancrage parce qu'il incarne pour le narrateur l'idée d'un pouvoir burkinabé qui veut imposer ses procédures et ne pas laisser passer une version qui s'écroule. Pour justifier la méfiance, la source propose un précédent. Elle rappelle l'arrestation au Burkina Faso de ressortissants français accusés d'espionnage, puis décrit un long marchandage avec montant évoqué et démenti. Le parallèle n'est pas présenté comme une preuve, mais comme une logique. Si un dossier a déjà été monnayé, alors un autre pourrait être étiré pour obtenir un avantage politique. Enfin, la source évoque une dynamique de négociation, pas un accord final, mais une conversation entre gouvernements. En parallèle, elle fait circuler l'hypothèse que le Burkina Faso soupçonne une mission liée à des opérations régionales et qu'un passage devant la justice est envisagé. Le point important est la structure. Une contradiction publique ouvre une fenêtre et cette fenêtre devient une crise diplomatique. Dans ce récit, le guide n'est pas un diplomate mais un narrateur de réseau social qui enchaîne actualité, indignation et extrait d'autres polémiques nationales. Cela compte parce que la crise est racontée moins comme un dossier technique que comme un test de crédibilité où chaque camp est jugé sur sa cohérence. À titre de micro-cas, un auditeur nigérian entend d'abord que tout est réglé et que l'avion repart. Le lendemain, il lit que les détenus ont été déplacés vers un lieu isolé. Il conclut que la vérité ne se gagne pas par communiqué, mais par recoupement. Le narrateur s'appuie ensuite sur deux autorités indirectes. La première est l'État tiers cité, qui, en niant une attente, devient un instrument de vérification. La seconde est les médias burkinabés, décrits comme relais d'un durcissement, prison possible, tribunal et volonté d'aller au bout.
Ibrahim Traoré apparaît ici comme une silhouette de fond, non pas une preuve, mais un symbole d'un pouvoir qui veut contrôler le récit et en même temps contrôler la procédure. L'impact précoce dans la logique de la source est double. Sur le plan diplomatique, l'échange serait passé d'une demande de clarification à une discussion tendue où le temps joue contre celui qui s'est contredit. Sur le plan sécuritaire, l'interprétation glisse vers des soupçons, mission opaque, ingérence, voire soutien au terrorisme, au moins comme accusation mobilisable. Dans ce cadre, chaque silence devient un message et chaque démenti extérieur devient une pression supplémentaire. Autrement dit, la confiance publique s'érode vite. Le déclencheur de cette séquence est le suivant. L'appareil entre dans l'espace burkinabé. La justification annoncée est simple. Atterrissage d'urgence, le récit public s'appuie sur ce mot, il ouvre une porte, il apaise en apparence. Puis vient l'étape suivante. On parle d'un accord, on parle de réparation, on parle d'un départ, on parle même d'une route vers le Portugal. Dans la source, cette séquence est décrite comme une mise en scène de normalité, problème technique, solution technique, sortie technique. Au point de tension maximale, une contradiction surgit. Le Portugal n'attend personne, selon le texte. Ce seul démenti change la lecture, il ne corrige pas un détail, il attaque la structure. Si la destination n'est pas reconnue, le motif du vol redevient une question. C'est là que le récit se durcit. Les 11 ne sont plus simplement retenus, ils seraient déplacés vers un lieu secret, vers une détention isolée. Le geste est présenté comme une réponse à l'exposition des mensonges. Le narrateur le décrit comme une reprise de contrôle. Dans la même logique, le texte affirme que l'avion reste saisi, le C-130 ne serait pas reparti, le dossier ne serait pas clos. Chaque annonce contraire est rangée dans la catégorie propagande et cette répétition sert à installer un rythme, annonce, démenti, durcissement. À ce moment, la crise cesse d'être bilatérale dans l'imaginaire du texte. Elle devient triangulaire, Burkina Faso, Nigeria et un tiers cité comme vérificateur, le Portugal. Dans cette triangulation, la parole officielle perd son monopole, elle doit désormais être comparée et cette comparaison crée de la friction. Le narrateur ajoute ensuite une couche, la possibilité d'un passage au tribunal. Il ne donne pas de documents, il annonce une intention, il répète que le Burkina Faso veut voir jusqu'au bout. La logique est claire, tant que le dossier n'est pas éclairci, la détention devient un levier. Il ajoute aussi une menace de principe. Si un appareil réapparaît dans l'espace aérien, il pourrait être abattu. Ce n'est pas une preuve d'acte, mais un signal de posture. Concernant les répercussions, la négociation est décrite comme en cours. Pas une solution, pas une libération confirmée, une conversation. Le texte insiste sur le fait que des annonces de libération auraient déjà circulé, puis auraient été démenties. Il s'en sert pour construire un refrain. La vérité rattrape le mensonge. En arrière-plan, une lecture géopolitique apparaît. Le narrateur affirme que les autorités burkinabées voient le Nigeria comme lié à un ennemi de leur junte. Il associe cet ennemi à la France et décrit un soupçon. Le Nigeria agirait comme relais ou comme marionnette dans une stratégie contre le Burkina Faso. Ce n'est pas établi, mais c'est présenté comme explication de la méfiance. Il évoque aussi une comparaison morale. Si l'État ne règle pas son propre terrorisme, pourquoi intervenir ailleurs ? Là encore, c'est un argument, pas un document. C'est ici qu'Ibrahim Traoré est réintroduit comme point de gravité. Dans la source, son nom sert à cristalliser l'idée d'une rupture, refuser de plier, vouloir contrôler les ressources, vouloir choisir ses alliances. La chronologie telle qu'elle est racontée n'est donc pas seulement une suite d'événements, c'est une escalade de cadres, techniques, diplomatiques, judiciaires, puis narratifs. Au bout de cette ligne, une question reste suspendue. Que prouve réellement l'autre camp et que peut-il prouver rapidement ? Au départ, la version publique promet une sortie rapide. Ensuite, dans la source, le langage bascule vers détention isolée et tribunal. Premier repère chiffré, le nombre 11. Ce nombre revient comme une encre stable et mémorisable. Il désigne le groupe, donc il fixe l'enjeu humain.
Explication. Un chiffre stable rend la controverse immédiatement vérifiable. Dans le récit, ce 11 sert aussi à contester les annonces de libération. Si le groupe est toujours là, alors la promesse d'un départ ne tient pas. La source transforme ainsi un compte de personnes en indicateur de crédibilité et chaque rumeur de libération devient une variation autour du même noyau. Le groupe est-il encore détenu, oui ou non? Deuxième repère, chiffré, 150 millions d'euros. Le chiffre apparaît dans une histoire parallèle utilisée comme précédent. La source raconte qu'une somme et du matériel auraient été réclamés puis que des négociations auraient duré longtemps avec démenti officiel. Elle ne prouve pas le montant, elle le mobilise. Explication, ce montant sert à suggérer une logique de rançon politique. L'effet recherché est clair. Si un dossier antérieur a été perçu comme monnayable, alors un dossier actuel peut être perçu comme négociable aussi. Ce n'est pas une équivalence factuelle, c'est une équivalence rhétorique destinée à faire accepter l'idée que la fermeté et la durée ne sont pas un accident, mais une stratégie. Troisième repère chiffré, 60 millions d'euros. Ce montant est présenté comme rapporté plutôt que confirmé, justement parce que la source mentionne des démentis. Explication, une baisse de montant fait croire à une issue probable. Dans une narration, une issue rapportée crée une attente. Si un compromis a déjà été possible, alors un compromis redeviendra possible. Le narrateur s'en sert pour glisser de l'histoire des ressortissants à l'histoire de l'avion. Il suggère que le Burkina Faso étire un dossier pour en tirer un avantage, surtout si l'autre camp est pris en défaut publiquement. Autour de ces chiffres, la preuve est traitée en couches. D'abord une preuve de cohérence, un récit d'urgence, suivi d'un récit de départ, puis un démenti extérieur qui casse la continuité. Ensuite, une preuve de procédure, transfert vers une détention isolée, évoquée comme signe que l'affaire devient judiciaire. Enfin, une preuve d'intention, soupçon sur la mission, soupçon sur une ingérence, soupçon sur un lien avec la violence régionale, formulé comme hypothèse plutôt que comme pièce. La mise en forme baseline delta sert ici de boussole. Elle oppose une promesse initiale à un état final et elle invite le public à mesurer la crédibilité au résultat, pas au ton. Plus la distance entre la promesse et l'état final est grande, plus la narration gagne en force accusatoire, même sans document joint. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré fonctionne comme une clé d'interprétation, pas comme un document. Son nom aide la source à lire la fermeté burkinabé comme une ligne politique cohérente, centrée sur la souveraineté et la méfiance envers des récits venus de l'extérieur. Mais la conclusion preuve reste limitée. La source affirme que l'État nigérian n'aurait pas pu établir formellement sa version et que, faute de preuves jugées suffisantes, la pression continue. Stillman, côté nigérian, tel qu'on peut le reconstruire à partir de ce que la source conteste, l'appareil aurait eu une raison technique urgente et l'entrée dans l'espace aérien burkinabé serait un accident de navigation ou de sécurité. Dans cette lecture, l'objectif serait de réparer, de repartir et d'éviter un incident diplomatique. Deuxième argument possible, même si la communication a été maladroite, la détention prolongée de militaires risquerait d'aggraver la crise et de créer un précédent difficile à gérer. Stillman, côté burkinabé, tel que la source le présente, la version urgence puis départ contient des contradictions, donc l'État hôte a le droit de suspendre la confiance. Deuxième argument, si la destination annoncée n'est pas reconnue par le pays cité, alors la mission réelle devient un sujet de sécurité nationale et une procédure judiciaire peut être justifiée, surtout si des soupçons d'ingérence ou de soutien à la violence régionale sont évoqués. La réponse donnée de la source s'organise autour d'un recoupement, le démenti attribué au Portugal. Ce n'est pas une preuve de mission secrète, mais c'est dans le récit une preuve de contradiction. À partir de cette contradiction, la source défend que la détention isolée est cohérente avec une posture de précaution, séparer les détenus, empêcher la circulation d'informations et obliger l'autre camp à produire une explication plus solide. Elle ajoute ensuite une critique. Des annonces répétées de libération auraient été contredites, ce qui renforce l'idée d'une communication opportuniste. Elle insiste aussi sur un point de méthode. Tant que l'État nigérian ne prouve pas formellement sa version, la charge de clarifier pèse sur lui, limite importante. Même dans ce cadre, la source ne montre pas de pièces, elle montre surtout un mécanisme de confiance rompu, puis un mécanisme de pression. Enfin, elle place le débat dans un cadre politique.
La confiance s'est détériorée parce que certains acteurs seraient perçus comme alignés sur des intérêts extérieurs. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas la preuve, mais l'icône d'un refus, et l'icône rend la concession plus coûteuse. Tout se joue sur un non. Le non attribué au Portugal n'explique pas l'avion, il explique la crise, parce qu'il retire une béquille narrative. Sans destination reconnue, la version urgence puis départ perd sa sortie. Le texte appelle cela un tournant. La détention n'est plus présentée comme provisoire, elle est présentée comme stratégique. Le transfert vers une détention isolée devient le signe d'un dossier fermé, au bruit, ouvert à la procédure. Dans cette bascule, un autre élément change de couleur, la négociation. Ce n'est plus une demande d'arrangement, c'est un bras de fer sur la preuve. Et ce bras de fer produit un effet de scène. Chaque camp parle à son public autant qu'à l'autre camp. La menace de tirer sur tout appareil suspect est citée comme posture. Ibrahim Traoré apparaît alors comme point de fixation du récit souverainiste. La source le place implicitement du côté de la fermeté, voire jusqu'au bout, ne pas céder aux annonces, convertir la contradiction en levier. La révélation médiane est donc simple, ce dossier avance moins par document que par démenti, et chaque démenti réécrit la hiérarchie du pouvoir. Pour les États et les gouvernements, la conséquence immédiate est une perte de marge. La source parle d'un dialogue, mais d'un dialogue sous contrainte. L'un des camps doit restaurer sa crédibilité, l'autre veut prolonger la pression. Dans ce contexte, chaque phrase publique devient une pièce de négociation. Annoncer une libération puis être démenti affaiblit la parole officielle parce que l'adversaire peut demander des preuves plus strictes et imposer son calendrier. Le conflit devient aussi un test de souveraineté qui fixe les conditions, qui fixe le tempo et qui accepte d'être contredit sans répondre. Pour les armées et les services de sécurité, l'effet est un durcissement des règles implicites. La source insiste sur la saisie de l'avion et sur le transfert des détenus vers une détention isolée. Si l'on suit cette lecture, l'incident aérien n'est plus un malentendu technique, il est requalifié en question de sécurité nationale. La menace de tirer sur tout appareil jugé suspect est citée comme posture, et cette posture change la perception du risque. Même sans nouvel événement, le message est dissuasif. L'espace aérien est présenté comme un seuil non négociable. Pour les citoyens, l'impact est une fatigue de confiance. Le texte enchaîne annonces, démentis, puis nouvelles annonces. À force, le public perd ses repères et la crise extérieure se transforme en crise intérieure de récit. Cette fatigue est accentuée par le style du narrateur qui mélange l'affaire internationale avec des querelles politiques nationales. Le résultat est un brouillage. L'incident sert autant à parler de diplomatie qu'à régler des comptes. Le spectateur n'obtient pas seulement une information, il reçoit une interprétation chargée qui peut polariser. Pour la région, l'enjeu est la contagion des soupçons. La source relie l'affaire à une rivalité plus large en évoquant des alliances extérieures et une méfiance structurante. Même si cela reste une interprétation, elle encourage une lecture en chaîne. Chaque mouvement est vu comme manœuvre. Ibrahim Traoré, dans cette narration, devient l'emblème d'une ligne dure et l'emblème rend les compromis plus coûteux. À la fin, la conséquence la plus tangible reste procédurale. Tant qu'une version n'est pas jugée suffisamment établie, la détention peut durer et la durée devient elle-même un message durable. Du côté des administrations, la source suggère aussi une pression d'image. Reconnaître une erreur est coûteux, mais maintenir une version contestée l'est encore plus. Chaque jour supplémentaire sans clarification alimente la suspicion et la suspicion complique toute sortie honorable. Du côté militaire, la détention isolée est présentée comme un moyen de contrôler l'information, donc de contrôler l'enquête et la communication. Cela peut rassurer une partie du public burkinabé, mais cela peut aussi irriter l'autre camp qui y voit une humiliation. Du côté citoyen, la question pratique devient qui protège réellement et à quel prix ? La source renvoie cette question aux priorités sécuritaires à l'intérieur du Nigeria et elle utilise cette comparaison pour renforcer son jugement. Enfin, au niveau régional, l'épisode peut servir de précédent. Un incident aérien, même présenté comme technique, peut basculer en crise politique si un tiers extérieur contredit la version annoncée. Dans un scénario de base, à horizon de quelques mois, la crise se règle par un compromis discret. Dans ce cas, la conversation décrite par la source produit une sortie
procédurale. Clarification de la mission, arrangement sur la restitution de l'appareil, puis libération des détenus après une étape judiciaire minimale. Le récit public reste ambigu parce que chaque camp veut préserver sa face. Le Burkina Faso peut dire qu'il a exigé des preuves et le Nigeria peut dire qu'il a protégé ses militaires. Ce scénario correspond à l'idée centrale de la source. La pression sert à obtenir une réponse, puis à refermer le dossier. Dans un scénario optimiste, la clarification devient une occasion de désescalade régionale. L'épisode oblige les canaux diplomatiques à parler plus directement et à réduire les interprétations les plus explosives. Dans ce cas, l'incident sert de rappel. Un démenti extérieur suffit à faire dérailler une communication, donc il faut des messages plus sobres, plus vérifiables et moins orientés vers la consommation interne. Le gain serait moins la résolution du cas lui-même que l'amélioration des mécanismes de transparence entre États, afin d'éviter que le prochain incident ne se transforme en affrontement symbolique. Dans le scénario du pire, l'affaire s'enquiste et devient un symbole durable. La source insiste sur une lecture géopolitique où des acteurs extérieurs sont accusés d'alimenter la violence régionale et où l'autre camp est présenté comme aligné sur ses intérêts. Si cette lecture se durcit, elle peut justifier des mesures plus agressives, rupture de coopération, discours de menaces et montée de la méfiance sur les mouvements militaires. Dans ce scénario, l'image d'Ibrahim Traoré comme figure de fermeté peut nourrir une dynamique de surenchère parce que chaque concession serait interprétée comme faiblesse. Une recommandation de pensée se dégage: séparer le fait, le récit et l'intérêt. Le fait concerne un avion immobilisé et une détention. Le récit concerne la crédibilité et les démentis. L'intérêt concerne le rapport de force. Confondre ces niveaux rend toute sortie plus coûteuse et entretient le conflit. Une variante du scénario de base est la sortie par tiers. Puisque la source fait du Portugal un vérificateur, un autre acteur pourrait être sollicité pour fournir une attestation ou une médiation. Dans ce cas, l'objectif n'est pas de désigner un coupable, mais de produire un élément extérieur qui permette de clôturer la dispute. À l'inverse, dans le scénario du pire, la répétition des annonces contradictoires peut alimenter une spirale médiatique. Plus les publics se sentent trompés, plus ils exigent des postures dures et moins les dirigeants ont d'espace pour reculer. Pour le spectateur, l'intérêt de cette affaire n'est pas seulement la diplomatie, c'est un laboratoire de lecture critique. La source montre comment un récit peut être installé puis fragilisé par un seul démenti attribué à un tiers. Elle montre aussi comment une détention devient un instrument de pression même quand les documents ne sont pas visibles. Premier impact pour ceux qui suivent dans la politique, apprendre à distinguer la déclaration de la confirmation. Quand une information est annoncée, demandez qui peut la vérifier et avec quel intérêt. Deuxième impact, pour ceux qui s'intéressent à la sécurité, observez le glissement des mots. Urgence conduit à mission, puis à tribunal. Ce glissement raconte l'escalade. Troisième impact, pour ceux qui se sentent éloignés du Sahel, comprendre que les crises de récit voyagent. Le narrateur mélange l'affaire avec d'autres polémiques nationales et cela rappelle que l'information est souvent consommée comme un spectacle politique. Le risque est de confondre indignation et preuve. Deux gestes simples peuvent aider. D'abord, reformuler la question en une phrase neutre. Quelle est la destination et qui l'atteste? Ensuite, isoler ce qui est présenté comme hypothèse. Quand la source évoque des alignements extérieurs, prendre cela comme interprétation, pas comme conclusion. Cette discipline protège le public, quel que soit le camp préféré. Pour un public engagé, l'enjeu est de ne pas se laisser enfermer dans le duel moral. La source condamne des mensonges supposés. Le spectateur peut retenir la méthode plutôt que la colère. Pour un public professionnel, l'enjeu est de suivre la chaîne de vérification, annonce, démenti, réaction, procédure. Pour un public occasionnel, l'enjeu est de se souvenir qu'une crise se lie aussi par ce qui manque. Quand il n'y a pas de documents, la prudence doit augmenter. Enfin, un rappel utile, un récit peut être vrai sur le ton et fragile sur les preuves. Identifier cette différence évite de partager trop vite puis de regretter. Une feuille de route réaliste compatible avec la prudence de la source peut se formuler en 5 étapes. En première étape, le Nigeria produit une clarification vérifiable sur la mission et la destination annoncée en s'appuyant sur un élément que l'État tiers cité peut confirmer. La mesure proposée est la suivante: existence d'une attestation extérieure, même minimale, qui réduit la zone de contradiction. En deuxième étape,
le Burkina Faso définit publiquement le cadre procédural sans promettre une issue. La mesure proposée est la suivante, un langage stable qui cesse d'alterner entre libération imminente et sanctions maximales. En troisième étape, les deux parties conviennent d'un canal unique de communication pour limiter les annonces concurrentes. La mesure proposée est la suivante, baisse des démentis publics et réduction des rumeurs de libération. En quatrième étape, une médiation technique centrée sur l'appareil sépare le dossier aéronautique du dossier sécuritaire. La mesure proposée est la suivante, restitution ou sécurisation contrôlée de l'avion selon la procédure annoncée. En cinquième étape, une sortie par étape pour les détenus conditionnée à la clarification afin d'éviter la surenchère. La mesure proposée est la suivante, passage d'un régime de détention isolé à un régime transparent. Qui fait quoi concrètement? Les ministères des Affaires étrangères portent les messages, les états-majors fournissent les éléments techniques sur l'appareil et les services de justice fixent les étapes procédurales. Quand? D'abord immédiatement pour la clarification de destination, ensuite rapidement pour stabiliser la communication et enfin progressivement pour la sortie du dossier. Comment mesurer sans chiffres? Par la cohérence des communiqués, par la disparition des annonces contredites et par l'existence d'un calendrier procédural qui ne change pas chaque jour. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas un arbitre mais un symbole. Si la fermeté hâte l'image, la procédure doit être la preuve. Si ces indicateurs ne bougent pas, la source suggère que la crise restera un levier plutôt qu'un incident clos. Revenir au micro-cas aide à sentir la portée réelle. Un auditeur entend une promesse de départ, puis lit un démenti, puis découvre un transfert vers une détention isolée. Il n'a pas besoin d'être expert pour comprendre la fracture. La parole qui change trop vite abîme la confiance. Dans la source, cette fracture est attribuée à des mensonges et à des intérêts. Elle est aussi attribuée à une bataille de cadres. Technique au début, politique, ensuite judiciaire, enfin. Ibrahim Traoré apparaît comme le nom qui fixe la scène burkinabé, non parce qu'il parle dans le texte, mais parce que son image sert de raccourci à la fermeté. Le motif revient, un détail contredit et tout bascule. Une phrase clé ressort, la contradiction vaut parfois plus qu'une accusation. Si le public retient cela, il retient une boussole. Chercher le point vérifiable, puis regarder comment les récits se réorganisent autour de ce point. Ce n'est pas une conclusion sur la culpabilité, c'est une conclusion sur la manière dont une crise se fabrique devant les yeux. Quand les mots deviennent armes, la prudence devient protection et quand la prudence disparaît, la surenchère gagne. Le spectateur peut refuser la surenchère sans refuser l'attention. Cette affaire, telle que racontée, parle d'un avion et de détenus, mais elle parle surtout d'un monde où la crédibilité devient une ressource. Quand une destination est contestée, la confiance s'effondre et la procédure prend le relais. Le texte source choisit un ton accusateur, le public, lui, peut choisir un ton plus utile, examiner, comparer et distinguer hypothèses et preuves. Pour prolonger la discussion de façon constructive, 3 questions peuvent guider les commentaires. Quel est l'élément le plus vérifiable dans ce récit et pourquoi? Quelle part relève d'une inférence politique et quelle part relève d'une contradiction factuelle? Et surtout, dans une crise où chaque camp parle à son public, qui gagne quand le public cesse de demander des preuves? Le débat peut rester ferme sans devenir violent. Il peut rester critique sans devenir aveugle. Si le spectateur veut aller plus loin, il peut demander que la suite soit racontée avec la même règle. Quand une affirmation apparaît, chercher la confirmation possible, puis noter les changements de version. Et s'il veut soutenir ce travail, il peut s'abonner et activer les notifications pour suivre les mises à jour.